le monde, monsieur le doyen, mes collègues enseignants, mais aussi mes amis du club scientifique des sciences de la nature et de la vie, messieurs le directeur de laboratoire. Donc, je me permets donc de répondre favorablement à la sollicitation. Donc, c'est l'honneur pour moi de présenter cette petite présentation en ce qui concerne le milieu marin. Mais bon, je vais beaucoup plus parler de la biodiversité en Algérie, des îles algériennes. Donc, mon intervention s'intitule Biodiversité dans les milieux insulaires d'Algérie. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe du point de vue floristique et faunistique sur les îles d'Algérie. Donc, j'aime toujours rappeler un petit peu la définition que j'ai déjà donnée d'un milieu insulaire ou d'une île. Alors, c'est une nouvelle définition qui a été donnée ces dernières années, qui s'applique très bien à nos îles, si vous voulez, à nos propres îles. Alors, toute masse terrestre qui accueille plus ou moins une plante vasculaire ou une espèce végétale ou animale à haute valeur patrimoniale. Il y a une coupure là. Pardon, je m'excuse. Ah, c'est bon, très bien. Désolé, merci. Alors, en ce qui concerne la définition d'une île, donc toute masse, si vous voulez, de terre qui est séparée du continent avec un minimum de 5 mètres et qui recèle en elle une plante vasculaire, au minimum une plante, s'il y a une plante, ou une espèce végétale ou animale à haute valeur patrimoniale. Quand je dis à haute valeur patrimoniale, ça veut dire une espèce rare ou protégée à l'échelle nationale ou régionale, ou une espèce qui est limitée dans sa distribution. Donc, si vous trouvez ça, et qui est séparé carrément du milieu continental, vous êtes en présence d'une île. Alors là, si vous voulez, la marge où on accepte la définition d'une île va, si vous voulez, de quelques mètres carrés jusqu'à 10 000 mètres carrés. À partir de 10 000 mètres carrés, on ne parle plus d'île. Si vous voulez, les caractéristiques écologiques des îles disparaissent au profit des îles continents, comme la Sardaigne, comme la Corse. Si vous voulez, les caractéristiques des milieux insulaires ne sont plus visibles, si vous voulez. Alors, le minimum aussi, c'est 1000 hectares. À partir de 1000 hectares, de quelques mètres carrés à 1000 hectares, on parle de petites îles. De petites îles, donc de petites îles. Au-dessus de 1000 hectares, là, on est au niveau des grandes îles. Alors, pourquoi les îles sont aussi intéressantes? Parce qu'ils ont été à l'origine de l'étude des processus évolutifs, parce que les îles et la végétation et les animaux qui sont sur ces îles-là sont sous des contraintes extraordinaires du point de vue climatique, du point de vue conditions de vie. Donc, ils ont un pouvoir d'adaptation extraordinaire et à partir de là, ils ont, si vous voulez, ils ont été utilisés comme des modèles dans l'étude écologique, évolutionniste aussi, sur la spéciation, dans l'apparition de nouvelles espèces dans ces milieux-là. Donc, ce sont des modèles biologiques qui sont toujours utilisés pour expliquer, par exemple, les processus de spéciation, ça veut dire d'apparition de nouvelles espèces, de sous-espèces. Alors, qu'en est-il de notre cher pays, l'Algérie? Alors, l'Algérie ne recèle pas beaucoup d'îles, si vous voulez. On a une côte assez large, de 1600, à peu près, un peu plus de 1600 kilomètres de long, si vous voulez, et les milieux insulaires ne sont pas nombreux. Alors, ceux qui répondent à cette définition que j'ai donnée tout à l'heure, on compte à peu près 70 sites. Donc, l'Algérie n'est pas vraiment très riche en milieu insulaire. La plupart de ces sites donc, sont d'origine continentale. Bien sûr, en Méditerranée, on n'a pas d'îles, si vous voulez, volcaniques. La plupart de nos îles, la grande majorité, je parle pas la grande majorité, il y a certaines îles qui sont d'origine volcanique, mais en Algérie et dans le pourtour méditerranéen occidental, les îles que nous avons, ce sont des îles d'origine continentale. Ça veut dire, à un moment donné, étaient liées au continent, ensuite se sont séparés par les processus d'érosion marine, ils se sont séparés, ils sont devenus, si vous voulez, autonomes du point de vue écologique.
Alors l'autre caractéristique des îles algériennes, c'est qu'ils sont, la plupart, sont peu éloignés du continent. Donc il y aura des conséquences dans ce sens-là. Ce sont des îles qui ne sont pas habitées. Donc il n'y a aucune île en Algérie qui est habitée, soit peut-être à un certain moment des gardiens de phare qui habitaient plus ou moins régulièrement dans ces îles. Aussi, une autre caractéristique très intéressante, c'est que la très grande majorité de nos îles sont de petite taille. Il y a peu, si vous voulez, il y a peu d'îles qui sont, comment dire, qui ont une superficie qui dépasse 1 hectare. Là. Plus de 50% de nos îles, si vous voulez, ne dépassent pas les 1 hectare. Donc, la plupart de nos îles sont de petite taille. Alors, les plus grandes îles que nous avons, qui dépassent, si vous voulez, les 20 hectares, se situent sur la partie ouest du pays, la partie plutôt orientale, en Oranie. Attends, je reviens en arrière. Très bien. Donc la plus grande partie de nos îles, les plus, si vous voulez, les plus vastes, se situent ici, dans l'Oranie. Alors, il y a bien sûr, tout le monde connaît les îles Habibas, qui est le seul archipel. Archipel, ça veut dire que c'est un ensemble d'îles qui ressemble, qui comporte une entité, alors sur une surface de 40 hectares. En deuxième position, toujours en Oranie, près de Ain Timoshent, à Bnissaf, donc juste ici. On a l'île Rchgoun, et loin derrière, pas très loin de chez nous, dans la région de Djidjel, viennent les îles de Djidjel avec 6 et 4 hectares. Donc vous voyez, nos îles ne sont pas très importantes du point de vue superficie. Alors aussi, quelque chose de très intéressant, c'est que plus de 50% de ces îles sont restées inexplorées du point de vue scientifique. On essaye, dans le cadre du laboratoire, d'en explorer au moins 1 ou 2 par an pour voir un petit peu ce qui se passe du point de vue floristique et faunistique. Donc plus de 50% de ces îles, donc un scientifique n'a pas mis les pieds, si vous voulez, sur ces îles-là pour pouvoir voir ce qui se passe du point de vue floristique et faunistique. Donc ces chiffres-là que vous voyez, c'est le nombre d'îles dans chaque secteur. Hein. Donc 6, 5, 10. Donc on ne peut pas représenter toutes les îles. Donc il y en a à peu près 70. Alors quelques diapos qui représentent les principaux milieux insulaires d'Algérie. L'île Rchgoun avec ses 16,5 hectares. Les îles Habibas qui sont les plus grandes, les plus importantes en Algérie. Et bien plus loin dans la région d'Idjel, l'île Grand Cavallo et l'île Petit Cavallo. L'île Grand Cavallo dans la région de l'Aouana, que vous connaissez, et l'île Petit Cavallo, pas très loin du parc zoologique que tout le monde connaît, à l'est. Très bien. À Béjaïa aussi, nous possédons des îles. Hein. Ils sont bien connus. Ils sont situés dans la plupart dans la côte occidentale de Béjaïa. Alors tout le monde connaît, comme on appelle, l'îlot de Sahel. Regardez, le Sahel, il n'est pas lié au continent. Hein. Il répond très bien à la définition du milieu insulaire. Il est séparé du continent de 7 mètres. Donc, si il y avait 4 mètres, on l'aurait plus considéré comme un milieu insulaire. Donc, il y a 7 mètres qui le différencient de la côte dans la région de Sahel, donc dans le monde de Adaro-Ferno. Donc, c'est le plus petit, c'est 0,2 hectares. Tout le monde connaît bien sûr l'île des Pisons, dans la région de Bolémat, qui est la plus grande, 1,2 hectares. Alors, je cite aussi, en allant vers Blixila, dans la région de Cap-Sigri, il a l'île d'El Ash, ou l'île des Pigeons, pour certains l'appellent comme ça. Et enfin, une île très intéressante, toujours dans la région de Bolémat, c'est l'îlot de l'Aï, qui est là. On va le revoir après. Très bien. Alors, essayons de voir un petit peu maintenant l'état des lieux de la biodiversité animale dans les milieux insulaires d'Algérie. D'abord, avant de parler de ça, la diversité, elle va être influencée par plusieurs facteurs qui vont intervenir sur la diversité des îles. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent sur les îles et qui font que les espèces sont moins nombreuses, plus nombreuses, moins abondantes. Le premier facteur qui va influencer les espèces végétales et animales, c'est la superficie de l'île. Donc, en règle générale, plus une île est étendue, en règle générale, hein, plus une île est étendue, plus elle va accueillir plus d'espèces végétales, plus d'espèces animales. La diversité augmente avec la superficie. Deuxième facteur, aussi très important, c'est la distance au continent. Plus on s'éloigne du continent, plus la diversité va diminuer. Donc là, c'est l'effet inverse de la superficie.
En règle générale, j'ai dit en règle générale, il y a beaucoup d'exceptions, hein. En règle générale, plus une île elle est isolée du continent, moins il y a d'échanges, donc plus la diversité est moindre. Plus la diversité est moindre. C'est la mise en veille, désolé, apparemment. Très bien. Il se met en veille. Pas de problème, désolé, je reviens en arrière. Très bien. Donc plus la distance du continent elle est importante, plus la diversité diminue. Un autre facteur aussi, très important, c'est la géomorphologie de l'île, si vous voulez, c'est-à-dire la physionomie de l'île, la forme de l'île. Est-ce qu'elle présente des falaises? Est-ce qu'elle présente des zones plates? Est-ce qu'elle présente, si vous voulez, des petites dépressions? Comment dire? Est-ce qu'elle est... en général, c'est la forme générale. La géomorphologie aussi va influencer la diversité. La géomorphologie, elle va influencer autre chose. C'est la diversité des habitats. Plus la diversité des habitats présents dans une île est importante, plus la diversité sera importante. C'est quoi la diversité des habitats? Si une île est composée d'un ensemble, par exemple, de matorral, de broussailles, de zones de pelouse, de zones de rocailles, de zones où il y a des dépressions, s'il y a une petite zone humide, donc plus la diversité des habitats est importante, plus elle va accueillir des espèces végétales et animales en nombre important. Donc plus la diversité des habitats présents, qui sont influencés par la géomorphologie aussi, va être basse. Un autre facteur aussi important, c'est la diversité végétale, qui va influencer elle-même la diversité animale. Donc là, si je parle en général de la diversité animale, elle est intimement liée à la diversité végétale. Plus il y a un nombre important de végétaux, plus il y aura un nombre important d'espèces animales, surtout les arthropodes, surtout les insectes, les araignées, les acariens, autre chose. Plus on a d'espèces végétales importantes, plus il y aura elle va accueillir un nombre important d'animaux. Et enfin, un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est l'intensité des perturbations exogènes. Une île qui comporte des perturbations d'ordre humain, anthropique, ou d'ordre indirectement d'animaux, par exemple invasifs, des oiseaux coloniaux tels que les goélands, ainsi de suite, qui peuvent influencer la biologie des êtres vivants, donc elles peuvent influencer la diversité. Ça veut dire plus ces perturbations sont importantes, la présence de l'homme, les piétinements, le tourisme, la présence de colonies d'oiseaux importantes, elles vont avoir un effet négatif sur la diversité. Donc tout ça, il faut les prendre en compte. Donc si vous voulez, ces facteurs n'agissent pas chacun seul, mais ils agissent bien sûr ensemble et en combinaison pour influencer la diversité animale et végétale. Alors on va essayer de voir un petit peu cette diversité végétale de nos îles. Là c'est l'île de Tezrout, l'île de Moule, dans la côte orientale de Jijel, qui n'est pas très loin de la côte, donc la région de Jijel bien sûr. Alors ce qu'on a constaté sur la flore des milieux insulaires d'Algérie, c'est que la végétation, elle est sous une double influence, ou une double perturbation. Elle est, si vous voulez, sous l'influence du climat, qui est les embruns marins, si vous voulez, qui vont influencer de façon importante la physionomie et la diversité et l'adaptabilité de la végétation, et aussi, en deuxième lieu, la présence des colonies d'oiseaux, notamment le goéland le coffet, qui va influencer aussi, si vous voulez, le type de végétation qui peut s'adapter à ces milieux qui ne sont pas faciles à vivre. Je ne vous cache pas, la vie dans les milieux insulaires, pour les végétaux et pour les animaux, n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment climatiques, sous l'effet des embruns marins. Il n'y a pas beaucoup d'eau aussi dans les milieux insulaires, donc les espèces végétales et animales sont obligées de s'adapter. En plus de cela, il peut y avoir l'impact des oiseaux marins, s'ils sont nombreux, donc ils vont influencer cette végétation. Ils vont donner une physionomie, un type de végétation, des associations végétales typiques, adaptées à ce genre de milieu. En général, ce sont des végétations qui sont orientées vers un pôle rudéral. En général, les espèces qui sont influencées, qui ont un pôle rudéral, ça veut dire que ce sont des espèces qui sont sous stress. Ils sont souvent sous stress, ils sont adaptés à ce stress-là, créé par le climat qui est très salé, et les oiseaux marins, en deuxième lieu. Alors, autre caractéristique de nos îles, malheureusement, on dit la vérité, il n'y a pas de taxon endémique strict. On n'a pas une plante végétale
qui n'existe que sur une île en Algérie. Même sur l'île Habibas, il n'y a pas de taxan, si vous voulez, une espèce stricte qu'on peut identifier, qu'on peut protéger, qu'on peut, comment dire, conserver. Donc, bon, ça, c'est normal, c'est logique, parce que nos îles ne sont pas très grandes, ils ne sont pas très éloignés du continent, donc les échanges se font souvent, donc il n'y a pas une spéciation d'espèces, pour l'instant, on ne sait jamais, hein, pour l'instant, les caractéristiques de nos îles font qu'il n'y a pas eu une spéciation d'une espèce végétale déterminée propre à cette île-là. Mais, on retrouve un certain nombre, pas très nombreux, des endémiques plutôt régionales, endémiques en Algérie, endémiques à la Méditerranée, plutôt endémiques Afrique du Nord, endémiques algéro-tunisienne, algéro-marocaine. Là, on peut trouver des endémiques ou des espèces à haute valeur patrimoniale, ça veut dire des espèces rares, des espèces protégées par la législation nationale, régionale ou internationale, l'UICN ou ainsi de suite, ou comment dire, des espèces, comment dire, donc c'est ça la définition en règle générale d'une espèce à haute valeur patrimoniale. Je vais vous montrer ici quelques espèces végétales à haute valeur patrimoniale ou endémiques qu'on a retrouvées dans les îles. Il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer simplement celles qu'on retrouve à Béjaïa, sur la côte occidentale. Vous avez le Sedum multiceps, qu'on retrouve, il est là, qu'on retrouve sur l'îlot de Sahel, et que celui-là est un endémique algérien. Le Sedum multiceps, toujours sur l'îlot de Sahel, comment dire, qui est un endémique algéro-tunisien. La sous-espèce qui est plutôt endémique, de Pancration fétidum, donc c'est une espèce des falaises qu'on retrouve toujours sur l'îlot de Sahel. Le Forbia dendroides, qui est une espèce rare, elle n'est pas endémique, mais une espèce rare à l'échelle méditerranéenne. L'Allium commutatum, donc c'est un allium, c'est un ail, hein, c'est pour ça qu'on a appelé l'île de l'ail à Bolémat. Donc c'est une espèce très rare de la flore côtière méditerranéenne. Il n'y a que 2 sites en Algérie. Elle a été découverte en Algérie pour la première fois sur l'îlot de l'ail à Bolémat. Ensuite, on a découvert à Annaba, mais sur un site continental. Malvar borea, qu'on retrouve beaucoup sur l'île d'Épizan, et qu'une espèce rare à l'échelle méditerranéenne. Donc, c'est quelques exemples d'espèces à haute valeur patrimoniale. Qu'en est-il pour la faune? Je vais commencer d'abord par la faune des vertébrés. La faune des vertébrés qui est constituée des terrestres, bien sûr, de mammifères, d'oiseaux, comment on appelle ça, d'amphibiens, et ainsi de reptiles, et ainsi de suite. Alors, qu'en est-il de la situation d'Algérie, de la faune vertébrée de nos petites îles algériennes? Alors, on va retrouver que 3 classes. Donc, il y a les oiseaux, on va retrouver des oiseaux, surtout des oiseaux coloniaux, des oiseaux marins coloniaux. Donc là, ils ne passent pas inaperçus. On va retrouver des reptiles, on va les voir après. Quel genre de reptiles on peut retrouver? Des sauriens surtout. Il y a peu d'ophidiens, peut-être un seul sur l'île, sur les Habibas. Les sauriens, ce sont les lézards. Les ophidiens, ce sont les serpents. Très peu de serpents, peut-être une seule espèce de serpent sur l'île, comment on appelle ça, les îles Habibas. Sinon, toutes les îles sont peuplées que de lézards. Les mammifères, on va aller voir quel genre de mammifères peut habiter les îles algériennes. Et bien sûr, aucun batracien. Nous n'avons retrouvé aucun batracien. Aucun amphibien ne peut survivre sur les îles. Là, c'est logique, parce que les sources et les milieux humides sont très manquants. Ils sont, en général, ils subsistent pas longtemps. Donc, les batraciens, les amphibiens n'arrivent pas à survivre dans ces milieux-là où l'eau n'est pas vraiment présente. Alors on va essayer de voir un petit peu les oiseaux qui peuplent, d'abord les oiseaux, ensuite les sauriens, ensuite les mammifères qui peuplent nos îles. Donc un petit résumé. Alors les îles sont peuplées essentiellement, et c'est des espèces, la plupart à haute valeur patrimoniale, par des oiseaux marins coloniaux, à l'exemple du puffin cendré, le puffin yelkouin, ce sont des oiseaux marins coloniaux qui ne viennent sur l'île que pour nicher, sinon le reste de l'année ils sont sur la mer. Le cormoran huppé, le goélandouin, la sterne pierre-garin qui niche en Algérie, mais très rarement, et bien sûr le faucon léonore, le balbuzard pêcheur, et celui qui est présent partout et en grand nombre, le goélandouin. Le puffin cendré, le puffin yelkouin, le cormoran huppé, le goélandouin, le balbuzard pêcheur,
le faucon léonore, ce sont des espèces à haute valeur patrimoniale, protégées par la législation nationale et internationale. Donc vous voyez, nos îles ont une haute valeur et ils sont à protéger parce qu'ils accueillent ces espèces-là qui nichent pas, ils nichent dans ces milieux-là qui leur sont favorables, notamment pour le faucon, pour le dodouin, pour le cormoran huppé et pour le puffin cendré. Donc nos îles sont vraiment protégées parce qu'ils accueillent ces espèces à haute valeur patrimoniale. On peut retrouver d'autres oiseaux qui sont négligés, tels que les passereaux, comme la fauvette mélanocéphale, ou encore le martinet pâle qui est là, le martinet pâle, et une surprise aussi, la présence d'oiseaux plutôt des zones humides, des oiseaux d'eau, indirectement, tels que les ardidés, tels que les hérons garde-bœufs, ou les grètes garzettes qu'on a retrouvés nicheurs sur les îles Lidelschgon. Donc il y a une belle colonie, bon, on n'est pas très grande, mais une belle colonie de hérons garde-bœufs et un peu de hérons cendrés. Et le pigeon aussi, il est presque omniprésent. Il suffit qu'il y ait un peu de falaise, un peu de rocher, et oui, il peut nicher. Donc ça concerne les oiseaux. Qu'en est-il des reptiles? Alors les reptiles, ils ne sont pas très nombreux dans ces milieux. En règle générale, on n'a pas trouvé plus de 6 espèces en un seul lieu. Le maximum, c'est de 6 espèces a été retrouvé aux îles Habibas. Sinon, tous les îles qu'on a prospectées, ça varie entre 1 et 5 espèces, pas plus. Et les espèces qui sont présentes, ils sont là. Il y a le Podarcis vaucheri, il y a le Trogonophis, il y a le Trogonophis wegmanei, bien sûr celle que vous connaissez tout le monde, la Tarente des murailles, la Tarantola mauritanica qui est chez vous dans la maison et qui est dans les murailles, le Cassides ocellatus et bien sûr le Psamodrome d'Algérie. Donc ce sont les 5 espèces qui sont les plus présentes dans nos îles algériennes. Ça dépend des milieux, des fois 1, des fois 2, des fois les 5 sont présents sur le site. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Les mammifères. Alors, les mammifères, il n'y a pas grand-chose. Le seul espèce de mammifère qui arrive à survivre et qui est venu, qui a colonisé nos îles, c'est notre cher rat noir. C'est le rat. Il n'y a que des rats. Il n'y a que des rats noirs et qui, s'ils sont surabondants, ils peuvent avoir un effet sur la diversité des milieux insulaires algériens. Donc, une seule espèce de mammifère qui arrive à coloniser la plupart de nos petites îles, c'est le rat noir, le Rattus ratus. Très bien. Alors, n'oublions pas, bien sûr, les insectes, les arthropodes. Alors, on va voir les études qui ont été faites dans le laboratoire qui a concerné une vingtaine d'îles. Ça concerne la diversité des arthropodes, notamment des insectes. Ils sont assez diversifiés, mais bien sûr, sur la même superficie, sur un continent, il y en a beaucoup moins. Donc là, c'est le syndrome insulaire. Sur la même superficie, sur le continent, sur le même type d'habitat, sur le continent par rapport aux îles, on trouvera toujours dans les îles moins d'espèces que sur le continent. Alors les principaux ordres présents, ils sont là, ils sont pas très nombreux aussi, il y a les ambioptères, il y a les orthoptères, dermaptères, les cafards, les papillons, les tisanoptères, qui sont les aptérygotes, les mouches, les néroptères, les hyménoptères, tels que les abeilles et les fourmis, les coléoptères, tels que les scarabées, et les punaises, que les hémiptères. Alors les groupes qui ont retenu notre attention, qui sont présents du point de vue diversité et abondance, il n'y en a que 4. Ils sortent si vous voulez, du lot, du point de vue de leur diversité et de leur abondance. Ce sont les punaises, qui sont assez bien représentées, les coléoptères, bien sûr, ça c'est logique, c'est l'ordre le plus diversifié dans le monde des arthropodes, les hyménoptères, avec surtout les fourmis qui sont bien représentées sur les îles, et bien sûr les mouches, surtout les mouches, si vous voulez, qui sont plutôt sarcophages, ou plutôt qui se nourrissent de cadavres, tout ce qui s'ensuit, qui sont bien présents du point de vue diversité abondante, surtout sur nos îles. Donc vous voyez un petit peu la diversité entomologique de ces îles qui est un peu particulière. Et c'est là, si vous voulez, que les surprises peuvent venir. C'est là où on peut retrouver des espèces non signalées par la science, aux espèces peut-être endémiques. Donc c'est là qu'il faut chercher, pas peut-être chez les vertébrés, mais c'est là où c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Il faut simplement avoir les outils de diagnostic taxonomique pour pouvoir identifier des espèces endémiques peut-être, ou nouvelles pour la science, et là j'en suis sûr et certain,
je mets ma main sur le feu qu'on pourra trouver des espèces non signalées par la science, notamment chez le groupe des lépidoptères, le groupe des Platodea, des Hemiptera, des Coleoptera, ça c'est sûr et certain. Il faut simplement avoir des outils spécialisés sur un groupe ou une famille, et là c'est sûr et certain, vous aurez votre nom accroché à une espèce que vous aurez découvert pour la première fois. Donc, si vous êtes intéressé, comment dire, j'ouvre, si vous voulez, la science et la recherche est ouverte dans ce sens-là, si vous voulez vous faire connaître. Alors maintenant, on va essayer de venir, avant de finir, nos îles, ils sont bien belles, mais elles sont menacées, parce qu'elles sont méconnues, et on ne leur donne pas beaucoup d'importance. Alors la première menace sur les îles algériennes, c'est le tourisme anarchique et incontrôlé. C'est vrai que la grande majorité de nos îles sont difficilement accessibles. Bon, pas la grande majorité, une grande partie, elles sont inaccessibles, il faut un bateau pour y aller. Mais maintenant, avec le développement du tourisme un petit peu, comment dire, opportuniste, il y a certains pêcheurs qui amènent souvent les éventuels touristes aux îles. Donc c'est un tourisme anarchique qui a une influence très importante sur la diversité, la vie de ces milieux fragiles, un écosystème très fragile, et un petit déséquilibre peut créer de grands dégâts sur ces îles. Donc le tourisme anarchique, le fait que les personnes viennent souvent là-bas, surtout en période de reproduction à partir du printemps, le piétinement, la collecte des œufs, la collecte des végétaux, le fait de jeter des ordures, crée des désagréments à ces écosystèmes. On a noté ça notamment à Gigil, sur l'île Grand Cavallo, il y a une grande influence touristique, l'île des Pisans plus ou moins, à Tighzirt par exemple, sur la côte de Tizi Ouzou, aussi un de gros problèmes en ce qui concerne la fréquentation humaine. Donc le premier problème en Algérie de ces milieux insulaires, c'est le tourisme anarchique et incontrôlé. Le deuxième problème aussi, il est plutôt indirectement lié à l'homme, mais il est plutôt naturel, c'est la présence d'espèces végétales ou animales envahissantes. Ces espèces animales végétales envahissantes peuvent créer des problèmes en occupant l'espace des espèces indigènes ou en prédatant les espèces animales aussi sensibles. Donc ces espèces animales ou végétales envahissantes vont créer une perte de diversité, ils vont créer aussi la perte de l'originalité de la végétation et des animaux de ces îles-là. Parmi les espèces envahissantes qu'il faut surveiller et qu'il faut à tout prix gérer ou réguler ou même enlever, on a celle-là que tout le monde connaît, c'est une espèce que les horticulteurs aiment bien, c'est la griffe de sorcière, le Caprobrotrus idulis ou Acinacciformis, donc celui-là que tout le monde connaît, c'est une espèce originaire d'Afrique du Sud, qu'on aime bien planter chez nous, et celle-là, si elle s'installe sur les îles par mégarde, donc elle va faire des tapis vraiment assez importants et remplacer carrément la végétation originale des îles. Donc si vous la trouvez, l'idéal c'est de l'enlever complètement. En Tunisie, un petit peu en France et en Italie, il y a des campagnes qui sont gérées par les aires protégées ou par ceux qui gèrent le littoral pour pouvoir carrément enlever cette plante-là qui occupe l'espace des autres plantes. Il y a aussi celui-là, qui est le goéland leucophée. Là, il faut le gérer et non pas l'éliminer parce que c'est son écosystème, il n'y a aucun problème. Il fait partie de la vie des îles. Mais s'il est surabondant, s'il devient nombreux suite à l'activité de l'homme, là, il commence à devenir un problème pour la végétation et pour les espèces animales qui vivent là-bas, comme le puffin. Donc, il peut prédater les œufs de puffin ou les poussins de puffin, par exemple, qui est une espèce à haute valeur patrimoniale, ou ne pas laisser la place aux goélands d'Audouin, qui sont plus sensibles pour nicher, donc il occupe tout le périmètre, et si le goéland d'Audouin, qui est plus sensible, vient s'installer, il ne pourra pas, parce que le goéland a pris tout l'espace. Donc là, il faut gérer, il faut essayer de limiter comment on appelle ça, l'effectif, et non pas le détruire. La destruction n'est pas très écologique. Très bien, donc je reviens en arrière un peu. Donc, à surveiller et à gérer le goéland leucophée, qui est une espèce surabondante. Donc, elle peut influencer la végétation avec ses déjections. Elle peut changer carrément la chimie du sol
en favorisant des espèces végétales au détriment des espèces végétales originales, le piétinement, le guano, tout ça va influencer l'écosystème de l'île. Et là, bien sûr, celui-là aussi, il peut être potentiellement dangereux, mais c'est pas encore confirmé à 100%. S'il est surabondant, il peut s'attaquer aux œufs de puffins, aux œufs de gododouin. Bon, les œufs de gorille dans le coffret, c'est pas très grave. Donc lui aussi, il peut avoir son influence sur la végétation plus ou moins. Il est plutôt granivore, donc il n'y a pas trop d'influence. Mais il peut potentiellement prédater les oiseaux coloniaux marins à haute valeur patrimoniale. Alors qu'en est-il de la réaction de l'État algérien pour ces milieux fragiles qui sont méconnus? Donc je vais vous donner un petit peu l'état des lieux sur la protection de ces îles en Algérie. Donc pas grand-chose a été fait. Pas grand-chose a été fait pour ces îles-là. Alors il y a, si vous voulez, il y a 3 sites qui sont plus ou moins protégés. Il y a 2 qui sont protégés réellement, de législation, hein, mais dans une pratique, pas grand-chose. Et un, il est en projet. Alors, les sites qui sont protégés, bien sûr, l'archipel des Habibas, qui est protégé depuis plus ou moins longtemps, l'île d'El-Shgoul et les îles de Jijel. Alors, comment ils sont protégés? Dans quel cadre? Alors, pour les îles Habibas, ils sont érigés en réserve marine depuis 2002, ça c'est une très bonne chose, et sous l'égide de l'ancien ministère de l'Aménagement des Territoires et de l'Environnement. Donc là, c'est une bonne chose, ces réserves-là. Heureusement, c'est notre seul archipel qu'on possède en Oranie. L'île d'El-Shgoul, récemment, elle a été érigée en site Ramsar, en zone humide d'importance internationale depuis 2011, sous l'égide de la Direction générale des forêts qui appartient au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Enfin, un projet qui tarde peut-être à venir, mais les études sont là, ils sont, si vous voulez, sur le bureau de législateur. On attend le texte de promulgation de la première aire marine protégée qui intègre, si vous voulez, les îles de Jijel, les 3 îles de Jijel, l'île Grand Cavallo, Petit Cavallo et l'îlot de Grand Cavallo. Donc, on attend donc la signature qui tarde un peu dans la création de la première aire marine protégée au niveau du parc national de Taza à Jijel. Donc là, l'étude est assez avancée et on est au stade de signature de cette aire marine protégée qui intègre ces 3 îles. Pour Béjaïa, je ne sais pas ce qu'on va, je ne sais pas si monsieur Boutakalabat pour nous répondre, je ne sais pas, c'est le projet d'aire marine protégée à intégrer les milieux insulaires, en tous les cas, au moins les 3 milieux insulaires dans ce projet. Est-ce qu'il y a une étude faite dans ce sens-là pour montrer l'importance de ces îles? Est-ce qu'une étude a été faite pour intégrer les milieux insulaires au niveau de la diversité terrestre marine, bien sûr, ici, comme l'ont fait vos collègues de la région de Jijel? Ça serait bien, hein, parce que ça peut apporter de la valeur à l'aire marine protégée du Gouraya. Donc là, il y a un espoir aussi, il n'y a aucun problème, il y a un petit espoir. Enfin, ce qu'on peut dire en conclusion, on a remarqué que les îles algériennes sont des îles fragiles, qu'il faut conserver et protéger à tout prix. L'idéal, c'est de commencer peut-être à créer des aires marines protégées qui intègrent ces îles, comme une première étape. La deuxième étape aussi, peut-être pour les législateurs algériens, les 2 ministères de l'agriculture et de l'environnement, de créer peut-être une notion d'habitat ou de paysage particulier, parce que les îles sont des habitats ou des paysages particuliers, tels que les gueltas, tels que les systèmes dunaires, tels que si vous voulez, cascades. Donc, on peut protéger les espèces, mais on peut protéger aussi les paysages, les habitats, qui sont rares en Algérie. Les milieux insulaires, ce sont des habitats rares en Algérie, en tant qu'habitat, en tant que paysage, en tant qu'élément de paysage. On peut les protéger en eux-mêmes sans faire attention aux végétaux, aux animaux qui peuvent les peupler. Donc là, c'est une notion qu'on aimerait bien introduire au niveau de nos législateurs, c'est que les îles soient érigées en habitat particulier, à protection prépondérante, si vous voulez. Les îles aussi peuvent être aussi un moyen, dans le cadre
du tourisme, comme l'a signalé tout à l'heure le doyen, du tourisme durable. On peut aussi, dans le cadre du développement durable, du tourisme contrôlé, on peut créer des circuits, on peut gérer si vous voulez, le flux des touristes et peut-être mieux protéger et avoir une plus-value en visitant ces îles, bien sûr en gérant, en mettant des sentiers bien déterminés avec des plaques relatives à la faune et à la flore. Donc ça peut apporter une plus-value. En même temps, on protège ces îles en évitant, si vous voulez, la surfréquentation. Donc on peut aussi, les îles peuvent être utiles à nous de ce sens-là. Donc j'arrive au terme de ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Bon, s'il y a des questions...